Bonjour Monsieur Bazot, Bonjour. merci d'avoir accepté ce rendez-vous du Club Lamartine qui est diffusé en vidéo sur YouTube, Facebook et en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Monsieur Bazot, vous êtes professeur de droit, vous êtes à la tête, vous êtes président de UFC Que Choisir depuis 2003, si je ne me trompe pas. Le Club Lamartine a eu l'honneur de vous accueillir quasiment à ses débuts lors de la sortie de cet ouvrage, Le consommateur, si tu savais, a édité chez Plomb. Ah oui. Alors, moi, j'avais déjà à l'époque été très, très étonné par votre démonstration sur les commerces, les supermarchés, où vous nous expliquez à l'époque qu'il n'y avait pas vraiment de concurrence entre elles. Et ça, j'avais apprécié votre démonstration. Et à l'époque, on parlait déjà de la disparition des pages jaunes et des numéros payants pour la recherche des abonnés. Et vous expliquez qu'ils allaient disparaître parce qu'il y avait la progression des achats. Et c'est vraiment votre démonstration du pouvoir d'achat était déjà très, très impressionnante. Mais ma première question, parce que aujourd'hui, on vous voit beaucoup agir sur le domaine public et le débat politique, si on peut parler comme ça, mais on va peut-être représenter qu'est-ce que c'est UFC Que Choisir et pourquoi vous agissez aujourd'hui dans le débat public. Bon, l'UFC Que Choisir, c'est la doyenne des associations de consommateurs en France et en Europe. On vient de fêter nos 70 ans, puisqu'on a été créé sous la 4e République en 1951. Et donc, on a eu de cesse de se développer en fonction des époques. Hein. Évidemment, à la création des années 50, c'est le début de la société de consommation. Après, ça va être la grande distribution, etc. Donc, à chaque époque, on avait, j'allais dire, notre raison d'être. Et puis, 10 ans plus tard, on crée notre magazine, Que Choisir, qui est notre poumon économique, puisque notre indépendance, on la tient de là, du fait qu'on vend notre vue. Comme maintenant, on s'est diversifié, maintenant on vend nos abonnements à Que Choisir en ligne. On doit être le 3e opérateur en termes d'abonnés sur le net. On a 220 000 abonnés payants. Donc, on est un des tout premiers sites d'information payants de France. Donc, ça, c'est notre modèle économique. Et puis après, 10 ans plus tard, années 70, on a essaimé en créant partout en France des relais avec des associations locales qui, à la fois, ont pour tâche d'être en proximité avec les consommateurs, en particulier ceux qui ont des difficultés de litige. À ce moment-là, c'est la porte d'entrée pour se faire régler les litiges. On a des conseillers litiges, on a à peu près 300 points d'accueil en France, même si on fait aussi du traitement des litiges en ligne, évidemment. Mais même si c'est en ligne, c'est redispatché auprès de nos collègues dans les associations locales. Donc voilà, on est une association fédérale, une entreprise de presse, une ONG qui fait du lobby sur le plan français et sur le plan européen, puisqu'on a créé une structure sur le plan européen, le BUC, Bureau européen des unions de consommateurs. J'ai été encore la semaine dernière au sommet européen des consommateurs, organisé par la Commission dans le cadre de la présidence française. Donc voilà, alors notre vocation, c'est bien sûr de faire de l'information, du décryptage, mais aussi de la mobilisation, de faire respecter le droit avec notre agrément judiciaire, puisque on entreprend du contentieux dès qu'on voit que les règles du droit de la consommation ne sont pas respectées, que ce soit les pratiques commerciales trompeuses, que ce soit le non-respect des règles en matière de données personnelles. Par exemple, on a attaqué Facebook, on a attaqué Google, on a attaqué Twitter, on les a fait condamner. Bref, chaque fois que les intérêts des consommateurs sont mis à mal, surtout lorsqu'il y a une violation des règles, on va défendre l'intérêt collectif. Donc, on informe, puis on mobilise, évidemment, on mobilise dans le cadre de pétitions que l'on fait tout seul ou avec d'autres partenaires. Donc, voilà, aujourd'hui, la consommation, elle est restée une activité au cœur de la vie des gens, oui. Très clairement. Elle a même été sans doute un peu envahissante. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas dans la commercialité? Ça devient, à part aller se promener en forêt et récolter des champignons ou même rien récolter du tout, ça fait partie aussi des éléments de réflexion, de se dire, bon, voilà, la consommation, cette course effrénée au bonheur par la consommation, je pense que les gens
sont revenus. Je pense que c'est un sujet très d'actualité. La crise du Covid on l'a vu, a boosté les envies des consommateurs de donner du sens à leur consommation. Il y a tout ce qui est autour de la consommation responsable. Je veux être sûr que ça va être sain pour moi, pour de la santé, pour l'environnement. Je veux savoir dans quelles conditions c'est produit. Est-ce que c'est des circuits courts? Qu'est-ce qu'il y a dans le produit? Est-ce qu'il y a du bien-être animal ou pas? Donc, il y a tout ce volet sur lequel nous, on entend être extrêmement présent pour que le consommateur soit un consommateur citoyen, mais avec les outils pour se déterminer en pleine conscience et en étant bien éclairé, ce qui est rarement le cas. Alors effectivement, c'est une association qui a évolué avec son temps. Là, vous venez de lancer un appel sur le pouvoir d'achat avec 22 propositions. Alors, pourquoi aujourd'hui une association comme le vôtre se lance dans la proposition active, on va dire, politique au moment de la présidentielle? Parce qu'on a fait le constat assez consternant qu'on est dans un contexte de l'après ou encore pendant la crise Covid, mais d'après-crise sanitaire, où on a deux phénomènes. On a une situation ultra-inflationniste. Et deux, la crise a renforcé, ce que je disais, l'envie des consommateurs de manger local, de consommer local, des circuits courts, de donner du sens à leur achat, moins de gaspillage. Bon, je vais à l'essentiel, tout le monde voit ce que c'est ce concept. Et alors, dans ce contexte, ce double contexte de stress sur le pouvoir d'achat, et d'ailleurs on voit que c'est la première préoccupation des gens, des citoyens, évidemment il y a toujours quelques catégories sociales pour lesquelles ce n'est pas un souci, mais on voit que massivement c'est redevenu un souci numéro un. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on aborde le thème du pouvoir d'achat, quand on écoute les candidats, ou même quand on écoute les questions posées par les journalistes, on n'aborde le pouvoir d'achat qu'à travers une seule des deux jambes, à savoir les revenus. Combien je gagne? Donc, le SMIC, quel niveau du SMIC? Est-ce qu'il faut un salaire minimum pour tout le monde, un RSA ou je ne sais quoi? Est-ce qu'il faut remonter les retraites? Bon, le revenu universel? Le revenu universel. Mais on ne parle jamais de la formation des prix. Alors ça, c'est quand même étonnant parce que je prends toujours l'exemple, si vous augmentez le SMIC, mais qu'en parallèle, il y a une explosion des prix, de toute façon, votre pouvoir d'achat, l'augmentation des revenus, elle est complètement mangée par l'augmentation des prix. Donc, on ne peut pas sérieusement aborder la résolution de ce problème du stress de pouvoir d'achat sans aborder le côté formation des prix. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il y a deux choses sur lesquelles il faut qu'on interpelle les candidats. C'est n'oubliez pas que le consommateur, j'allais dire le consommateur citoyen, c'est le grand oublié de la campagne. C'est pourtant sur lui qu'on attend beaucoup, c'est le premier moteur de la croissance. Et puis, on sait que la société de demain, la société qu'on veut construire, ça va passer par le type de consommation. Donc, il y a le pouvoir d'achat, mais il y a le pouvoir des achats. Et le pouvoir des achats, ça veut dire que le consommateur, il vote tous les jours. J'achète bio, j'achète pas bio, j'achète local, pas local, je me déplace de telle ou telle façon. Enfin bref, on voit bien que l'enjeu de la transition écologique et de la nouvelle société vers laquelle on devrait aller, le consommateur il est interpellé en plein centre. Et donc c'est étonnant que personne ne s'adresse à lui et ne fasse de lui l'acteur majeur à travers la définition d'une société qu'on veut plus juste, plus sobre, plus respectueuse des générations futures, bon, etc., etc. Et donc, c'est ça qui nous a incités à réfléchir sur les dossiers qu'on a étudiés depuis, allez, on va dire 5 ans, voire plus, qui n'ont pas progressé et qu'il est temps de remettre sur la place et d'interpeller les candidats, comme on le fait avec nos 22 propositions que j'ai adressées hier, d'ailleurs. J'ai envoyé une lettre à tous les candidats en les conviant à Facebook Live, en leur disant venez discuter avec nous de nos propositions, qu'est-ce que vous voulez en faire, en prenant à témoin évidemment le plus grand nombre qui sera
qui sera connecté et qui pourra aussi, avec un chat, poser des questions. Donc, c'est trop tôt, je ne peux pas vous dire. Si ça dirait J'attends la même pas la question. question. J'attends même pas la question. Vous dire qui va venir. Ouais. On espère que ce sujet central va quand même interpeller et amener les candidats à sortir du bois sur les différents sujets que l'on met sur la table. Alors, il y a différentes propositions, mais on va peut-être, comme je sais qu'on n'a pas énormément de temps, et merci encore une fois de m'accorder ce rendez-vous, mais il y a quelque chose qui m'a personnellement toujours choqué, c'est les frais bancaires. Les frais bancaires qui, comment dirais-je, appauvrit encore plus les pauvres. C'est quand même la chose, parce que les frais bancaires sont enclenchés que si on a des problèmes financiers, quelque part. Oui, mais oui, vous avez raison. Mais attention, c'est pas que les pauvres, c'est aussi les catégories moyennes. Oui. Vous savez, les classes moyennes, bon, de toute façon, les pauvres, qui sont vraiment pauvres, il n'y a plus grand-chose à prendre. Les plus assommés, j'allais dire, sur lesquels on va le plus fonctionner, c'est toutes les classes moyennes qui peuvent avoir des difficultés de fin de mois, qui vont avoir des dépassements, etc., et qui n'ont absolument pas de pouvoir de négociation. Sois bien content qu'on ait honoré ton créance qui arrive. Voilà, tu es en dépassement et donc je te pénalise. Donc, c'est ce qu'on appelle il y a les frais d'intervention, les commissions d'intervention. Bon. Et ce qui est insupportable sur ce sujet-là, c'est sur le plan du principe, nous, on n'est pas contre, évidemment, que les professionnels gagnent leur vie. Quand ils vendent un produit, ils font de la marge. Et là où ça ne va pas avec ces frais, c'est que, le système de régulation qui est la concurrence ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner. Quand vous avez un compte courant, déjà, il y a à peu près 300 le tarif, c'est à peu près 300 tarifs. Bon, quand vous choisissez une banque, vous n'allez pas choisir en fonction de ces frais-là. Et au moment où ils arrivent, si vous êtes en difficulté un peu déjà financière, donc vous vous écrasez, on va vous faire comprendre, c'est déjà bien beau qu'on vous supporte. Bon. Donc, le mécanisme qui doit réguler les prix ne fonctionne pas. Et donc, on a une tarification qui est complètement scandaleuse, en ce sens qu'elle échappe à une logique de concurrence. Donc, ça veut dire que la marge brute, elle est absolument gigantesque. Oui. Parce que le coût de traitement par rapport au tarif sanction, parce qu'en fait, c'est de la peine, hein, c'est de la sanction financière pure et simple. Donc, il n'y a aucune proportion entre le coût de traitement qui existe peut-être, mais on sait qu'il est très faible. On a calculé que la marge, elle est faramineuse. Donc, elle est faramineuse et surtout, souvent, elle ne correspond à aucun service réel, quoi. Donc, elle n'est pas proportionnelle. Ah ben non, puis là, elle n'est pas proportionnelle. Donc là, il faut savoir que ça se chiffre en plusieurs milliards d'euros ponctionnés tous les ans sur les consommateurs. Ce sont des milliards d'euros. Et tout ça parce qu'il y a un laisser-faire de l'État, du gouvernement. Nous, nos axes, ils sont simples. Soit le système concurrentiel fonctionne mal, et à ce moment-là, il faut le dynamiser en sortant le consommateur de sa captivité. Par exemple, pour rester sur le secteur des banques, on dit qu'il faudrait qu'il y ait un numéro universel de compte bancaire pour qu'on puisse changer facilement de banque. Aujourd'hui, en France, c'est très difficile de changer de banque. Ça reste difficile. Et donc, la concurrence ne fonctionne pas bien. On reste dans une vie plus longtemps dans une banque qu'avec un conjoint, en moyenne. Donc, ce n'est pas parce qu'on est fidèle à sa banque, c'est parce qu'on est capable. C'est pas parce qu'on l'aime, hein, c'est parce qu'on ne peut pas tellement s'en aller. Donc ça, il faut travailler sur les éléments de captivité ou les éléments de déficit d'information quand vous n'avez pas une claire vision de ce que propose la concurrence, qu'on a une opacité tarifaire, etc. Là aussi, c'est très difficile de faire un choix et de faire jouer la concurrence. Vous êtes livré à ce que vous produit le marketing
c'est en matière alimentaire, en matière de tout ce que vous voudrez. Si vous n'avez pas les clés pour décrypter, vous ne pouvez pas faire le bon choix qui dynamise la concurrence. Et puis, il y a les secteurs où la concurrence, de toute façon, ne peut pas jouer. Et là, à ce moment-là, on interpelle l'État. On dit, c'est à vous de réguler. Mettez un plafonnement, mettez des limites. Actuellement, il n'y a pratiquement pas de plafonnement. Quand il y en a, le plafond, c'est un plafond de cathédrale, donc ça reste des sommes qui sont au-delà du raisonnable par rapport au coût pour les banques. Donc, effectivement, dans les mesures qu'on propose, dans les 22, il y en a une sur la tarification sanction. On demande à l'État d'intervenir. Voilà un exemple de récupération de milliards d'euros en pouvoir d'achat qui ne coûte pas un centime à l'État. C'est de la régulation d'un secteur professionnel. Alors, il y a une autre proposition, alors, je vous ai souvent entendu en parler, c'est l'abolition de la TVA sur les taxes. C'est vrai qu'on paye des taxes sur des taxes. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que si demain l'État supprimait la TVA sur les taxes, il ne réinventerait pas un impôt quelque part pour récupérer ce manque à gagner? Mais que l'État ait besoin d'une fiscalité. Nous, c'est normal, on n'est pas des populistes à dire l'État payer des impôts, c'est normal. Après, tout dépend quelles sont les vertus du système fiscal. Là, on est sur un impôt sur la consommation. Et on est sur un impôt, la TVA, qui, on le sait, est extrêmement injuste, puisque en fonction de vos revenus, plus vos revenus sont importants, moins la part affectée à la consommation, et ça s'appelle les dépenses contraintes, se chauffer, manger, se déplacer, s'habiller, moins ces dépenses contraintes sont importantes, plus vous avez d'argent. En revanche, toutes les catégories basses et moyennes, pratiquement tous les revenus passent en dépenses contraintes. Et là, il y a un choix de société, savoir et de fiscalité sur le plan social et sociétal. Est-ce qu'il est normal que pour des biens de dépenses contraintes, je parle de l'énergie, et même spécialement l'électricité, dont le Conseil d'État a dit que c'était un bien de première nécessité, est-ce qu'il est acceptable que l'État, dans sa politique fiscale, ponctionne 20%? Les prix explosent et l'État il concourt à l'explosion de ces prix. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que ça explose, donc il encaisse, et puis après, il sort le carnet de chèques, et puis il distribue de l'argent pour essayer de compenser, donc il prélève, et puis après, il redonne, avec les insuccès qu'on connaît, les effets qui sont très contestables. Par exemple, le chèque inflation, qui a été donné à très largement, jusqu'à 2 000 € de revenus, mais du coup, de façon totalement indifférenciée, aussi bien les citadins qui ne prennent jamais de voiture et donc n'ont pas un problème d'essence, ils ont autant que ceux qui habitent en zone rurale, qui ont 2 voitures par nécessité et pas pour se faire plaisir. Bon, bref, on voit. Oui. Alors, on me dit, non, si on baisse la TVA pour tout le monde, les gros riches, ils vont eux aussi en bénéficier. Mais c'est étonnant parce que c'est inversé la critique que l'on adresse habituellement à la TVA. Et si vraiment les riches, comme on dit, vont bénéficier d'une baisse de la TVA et que ce n'est pas juste, ce n'est pas compliqué de remettre du malus sur l'achat de véhicules avec de très grosses cylindrées. Donc, on peut… Là, on fait l'inverse. On prélève à tout le monde, on redistribue de façon très peu pertinente. Nous, on dit il faut ramener la TVA à quelque chose de plus juste. Et effectivement, la première critique, c'est pas supprimer toute la TVA, mais supprimer quand même une aberration totale qui n'a pas de légitimité, qui n'est pas socialement acceptable, c'est de mettre une TVA sur une taxe. Ah oui, ça c'est entièrement. Il ne faut pas oublier que la TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire que dans la chaîne de fabrication d'un bien, d'un service, quand ça passe de main en main, il y a une valeur ajoutée et on taxe la valeur ajoutée. Là, quelle est la valeur ajoutée d'une taxe? L'État, sur l'électricité, par exemple, il vous met une taxe et il met de la TVA sur la taxe. Ça, c'est absolument immonde et ce n'est pas de faire du populisme que de dénoncer ça, surtout dans un contexte où ça touche beaucoup de personnes et les plus modestes et dans un contexte inflationniste très grand. Alors, est-ce qu'il y a une mesure qui vous tient plus particulièrement à cœur ou il y en a quand même beaucoup.
Vous savez, les 22, bon, évidemment, présidentielle 2022, 22 propositions, c'est un peu artificiel, mais on a quand même dû choisir parmi beaucoup de choses, et choisir, c'est renoncer, évidemment. Mais je voudrais que l'on retienne que, encore une fois, on veut qu'il y ait davantage de régulation et qu'on donne aussi les outils aux consommateurs d'être le régulateur. C'est par ces choix que le consommateur va nous amener vers la société de demain. Donc, il faudrait quand même que les candidats à l'élection présidentielle ils réenchantent un peu la politique. On nous parle de mesures, on nous parle d'un certain nombre de choses qui paraissent un peu techniques, augmenter le SMIC, la sécurité, parce que tout le monde a peur de ses voisins, de l'immigration qui va être envahie, la perte de la France. Bon, on n'est pas du tout sur quelle vision d'une société de demain, avec l'enjeu majeur, on le sait, qui est quand même l'enjeu climatique, l'enjeu de la biodiversité. Je veux dire, quelle société on veut construire pour demain, pour nos enfants. Et donc, nous, on essaye de s'inscrire dans ce schéma-là. Et en ayant donc un rôle actif à lui garantir au consommateur, en lui disant, regarde, on veut t'emmener vers une société où tu vas avoir des opportunités de choix, parce que c'est par toi que va passer, on va dire, une nouvelle société, plus responsable, etc., mais en garantissant de la justice. Et on a des propositions sur l'accès à un Internet, un droit opposable à Internet. Gros sujet, qui nous préoccupe, la campagne, on n'en parle pas, c'est l'accès aux soins. On a une fracture sanitaire, mais c'est monstrueux. Oui. Vous allez partout en France, alors peut-être qu'à Paris, c'est un peu mieux, mais vous allez un peu partout dans les campagnes, et pas que les campagnes reculées, il n'y a plus de médecins. Et quand il y a des médecins, beaucoup sont en dépassement d'honoraires. Donc, ceux qui n'ont pas une bonne mutuelle, ils ne peuvent pas se le payer. Donc, ça fait, quand vous croisez, et c'est ce qu'on a fait, nous, sur une carte interactive, entre la présence des médecins dans différentes spécialités, que ce soit les généralistes, les pédiatres, on a 5 spécialités comme ça. Donc, là où ils sont, on a une carte, et on a ajouté ceux qui sont sans dépassement. Ah ben alors là c'est le désert de Gobi. C'est le désert de Gobi. Et donc, là aussi, on a des propositions pour que la société de demain, ce soit une société voilà, où il n'y a pas de fracture, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit la fracture générationnelle et d'équipement d'Internet, un Internet de qualité. Je veux dire, c'est comme un siècle ou deux avant, où tout le monde devait avoir accès à l'eau. Encore que l'eau, ça va devenir encore un enjeu. Ça va devenir un enjeu, effectivement. Donc voilà, ça fait un peu patchwork nos propositions, mais elles sont quand même sous-tendues par une ligne directrice qui est forte, qui est de permettre aux consommateurs d'être un citoyen acteur de la société de demain. Et il y a des leviers importants et qui cadrent bien en plus avec l'enjeu du pouvoir d'achat sous l'angle de formation des prix. Il y a plein de rentes de situations auxquelles il faut mettre fin. Je veux dire, c'est bien beau, il faut augmenter les revenus, mais nous, ce n'est pas notre spécialité, on laisse les autres le faire. Mais de grâce, n'oubliez pas tout un tas de la grande distribution. Quand vous pensez à la loi Egalim, qui a organisé l'augmentation publique des prix dans la grande distribution. On l'a calculé, ça. D'obliger la grande distribution à vendre 10% plus cher les produits, de l'obliger. Alors, à la fois, évidemment, tout le monde avait le grand sourire, on sait bien, c'était du pain béni pour la grande distribution. Donc, augmentation, alors on l'a chiffré, plusieurs centaines de millions d'euros, fonctionnait automatiquement. Alors, si ça avait été vertueux, parce que c'était l'objectif, c'était que ça allait ruisseler dans le porte-monnaie. C'était pour les agriculteurs et ça, on l'avait analysé. Il n'y avait rien qui allait garantir que ça allait dans le porte-monnaie des agriculteurs. Le bilan, c'est qu'ils n'ont rien vu venir. On a fait un chèque en blanc à la grande distribution en espérant la bouche en cœur que la grande générosité de la grande distribution dans ses relations commerciales, parce qu'elle récupère plus d'argent, elle sera moins féroce avec les agriculteurs. Même chose pour l'industrie agroalimentaire. Bon, bref, tout ça, c'était un montage perdant-perdant pour les consommateurs, qui sont les premiers payeurs.
et puis les agriculteurs qu'on vient vu venir. Bon, ça fait partie de nos propositions, abroger cette loi scélérate Egalim. Merci, Monsieur Alain Vazot, d'avoir accordé ce temps. Je sais que vous êtes très pris. Vous êtes à la tête de UFC Que Choisir depuis 2003. J'invite toutes les personnes à aller voir vos propositions et effectivement à être un consommateur, un acteur. Et ça changera la société. Merci à vous. Merci Lionel. Au revoir. À bientôt. Au revoir.